Ça y est, on est rendu à 1000 abonnés. Quand j'ai commencé à faire YouTube il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé me rendre à ce chiffre hautement symbolique des 1000 abonnés. Puis là, on y est, c'est fait. À moins que ce soit un glitch. Moi, j'étais tellement content en voyant ça, 1000 abonnés, que j'ai même fait une petite danse. Avec 1000 abonnés dans ma petite poche de chemise, là, faut quand même pas être orgueilleux, mais on dirait que je marche avec la colonne plus droite. Bon, trêve de plaisanterie. Pour les 1000 abonnés, je voulais vraiment faire la vidéo qu'on m'a le plus souvent demandé. C'est la vidéo sur comment je fais certaines de mes vidéos. Et puis, ça va me faire plaisir de vous montrer exactement comment je travaille, comment je prépare, comment j'élabore et comment je filme. Puis ensuite, ça va vous en apprendre certaines choses que ça va vous donner envie, peut-être même de prendre une caméra puis de commencer à filmer. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Bonne vidéo! Je me suis toujours proposé d'expliquer de quelle façon je fais mes vidéos. En premier lieu parce que je crois que j'ai trouvé une méthode de travail qui fonctionne, mais aussi pour faire taire les critiques qui disent que c'est facile. Ben si c'est si facile que ça, faites-le. Juste trouver une idée. Ça reste un procédé très compliqué qui exige parfois que je reste dans la baignoire pendant des heures. C'est dans l'eau chaude que je trouve mes meilleures idées, puis ce coup-ci n'a pas fait exception. J'ai trouvé une excellente idée de vidéo pour me permettre de bien montrer comment je fais certaines de mes vidéos. Faut jamais commencer à filmer sans avoir une idée décrite sur du papier de façon à ce qu'on puisse pas l'oublier, l'idée. Comme ça arrive trop souvent quand on prend rien en note. Par contre, ça peut être difficile de déchiffrer par la suite. Mais l'idée est là. Quel soulagement. Et je suis aussi bien de recommencer à prendre un peu de repos parce que la journée du lendemain va être très longue. Quand on fait presque 2 vidéos par mois pour les mettre sur le site YouTube, il faut s'assurer d'avoir un matériel en bon état. Le trépied, c'est important pour que la caméra soit stable. Avant d'avoir un trépied, je déposais la caméra et ça faisait des moins bons plans qu'avec un trépied, je dois bien l'admettre. Et pour ce qui est de la caméra, il faut en prendre soin comme d'un bébé. Sans caméra, il n'y aurait pas de vidéo. Il y a souvent des recalibrages à faire, un petit tour de vis par-ci, s'assurer que l'écran est en règle. Dans mon cas, mon écran me donne du fil à retordre depuis quelques semaines. J'aurais préféré l'éviter, mais parfois les mesures radicales sont les seules mesures à prendre. Ça devrait faire la job, j'espère. Voilà le moment crucial qui est de joindre la caméra avec le trépied. Il s'agit de visser l'espèce de guidie du trépied sous la caméra, puis c'est un fait, la caméra, une fois sur le trépied, eh bien, il n'y a pas même un tremblement de terre qui pourrait la faire tomber. Eh oui, c'est si solide que ça. Le choix du vêtement, c'est pas une mince affaire, ça peut me prendre 1 heure ou presque choisir mes morceaux à porter pour une vidéo parce que ça véhicule tellement d'informations, faut pas prendre ça à la légère. Le maquillage, quand on filme une vidéo, ça peut paraître superficiel, mais c'est très important et ça, je l'ai appris à mes dépens. J'ai longtemps fait mes vidéos sans me maquiller. Puis quand je regarde mes vieilles vidéos, j'ai l'air d'un mort. Toujours se maquiller quand on va se mettre devant une caméra. Je commence à me constituer une pas pire trousse. L'important quand on se maquille, c'est de connaître sa peau et d'acheter les produits en conséquence. J'ai tendance à préférer les teintes subtilement argileuses, même si elles sont pas nécessairement très bien adaptées pour mon nez. J'ai un nez très difficile à maquiller. Je cherche surtout à me créer un maquillage vivant et naturel parce que le maquillage, c'est pas un masque derrière lequel se cacher. Au contraire, c'est une façon de révéler au grand jour la vraie beauté de son visage. Et ça avec l'application de produits incroyables à base de graisse de baleine et de cornes de bœuf et d'huile de paraffine. Pour mes lèvres, je cherche à créer quelque chose d'un peu contrasté, mais pas trop. À la fin, je le sais que c'est un maquillage réussi si ça paraît presque pas que je suis maquillé. Ça veut dire que ça y est, que je suis prête à les filmer. Quand je me change pour mettre des vêtements que j'ai choisis plus tôt, je me transforme, je deviens quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je devienne quelqu'un d'autre si je veux pouvoir filmer une vidéo. Sinon, ce serait tout simplement pas possible. La caméra, ça dévore l'âme, c'est pas banal de s'infliger ça et pourtant on dirait que j'en ai pas vraiment le choix, c'est plus fort que moi. À ce moment-là, je pourrais encore changer d'idée pour faire autre chose à la place.
quelques bonnes respirations me permettent de calmer mon stress et de me diriger tout droit vers le filmage, prêt à en affronter les dures épreuves. Pour cette vidéo-ci, je filme dans ma cuisine, qui est un endroit que j'ai souvent filmé. Je dois donc chercher à me réinventer, que ce soit en manipulant la caméra d'une certaine façon ou bien en opérant avec des gestes brusques, question de créer des moments de haute tension dramatique dont on raffole dans la YouTubeosphère. Pour les besoins de la vidéo, je voulais faire une petite supercherie dont voici les dessous. Vous saurez tout, absolument tout. Il faut apprendre à se méfier des vidéos YouTube, on raconte souvent des menteries pour rendre l'histoire plus intéressante. Comme par exemple ici, je vais mettre de la crème glacée Coaticook bien ordinaire dans un grand sac Ziploc pour faire à croire que c'est de la crème glacée maison que j'aurais préparée moi-même. Tant qu'à moi, c'est plutôt pas mal réussi comme effet. Petit tour de passe-passe qui nous rappelle que tout n'est qu'illusion sur YouTube. Méfiez-vous, je dirai jamais assez. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je me sers pour faire une belle éclairage. Il s'agit de parapluies argentés et ça, quand j'installe ça, je le sais que je suis en train de filmer une vidéo. Il faut être prêt à plier les genoux, à bien serrer les cuisses pour avoir une prise de vue plus stable, parce que sinon, la caméra gigote trop. C'est pas la première fois que je filme une poêlonne, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est la première fois que je filme la cuisson d'un œuf et ça présente certains défis que j'aurais pas pu prévoir, comme par exemple de manipuler la spatule en tenant la caméra avec mes jambes. Et c'est ça qui est beau, à chaque vidéo, j'apprends quelque chose par les erreurs que je commets. Et j'en commets beaucoup. C'est venu le moment de me filmer alors que je goûte le plat que je me suis préparé. Je suis rarement satisfait par un seul plan d'ensemble. Aussi, c'est pourquoi j'ai une deuxième caméra avec laquelle faire des plans plus rapprochés de l'assiette et avec lesquels je pourrais faire un montage dynamique et éclaté comme je m'amuse souvent à le faire pour bien montrer la gloutonnerie qui m'agite quand je déguste un repas inusité. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est stressant. Il n'y a pas de deuxième chance. Alors si c'est raté, je dois dire adieu à toutes les heures passées sur la vidéo. Qui plus est, j'ai mangé pour vrai, moi là, puis c'est dur pour le système. Sans compter qu'il faut faire la vaisselle. Alors oui, faire une vidéo, c'est pas seulement du glamour. Il y a aussi la corvée qui en fait partie. Puis, faut pas compter ses heures. Je vous épargne donc la partie un peu trop ennuyante et on se retrouve devant l'ordinateur. La première étape, c'est d'allumer l'ordinateur. Ça prend 3 minutes pour qu'il fasse ses mises à jour. Et ensuite, ça nous amène à un écran d'accueil où je peux rentrer le mot de passe hyper sécuritaire que je me suis choisi. Une fois que c'est fait, on arrive sur l'ordinateur où le travail peut enfin commencer. La première étape, c'est de transférer les fichiers vidéo qui sont sur la carte mémoire de la caméra pour les rentrer dedans l'ordinateur où je vais pouvoir travailler dessus. Ce serait trop beau de pouvoir tout faire sur la caméra directement, mais on n'est pas encore rendu là, ou bien ça coûte beaucoup trop cher, alors il faut encore transférer tout sur l'ordinateur. On n'a pas vraiment le choix. Reste que d'attendre que le transfert s'effectue, ça permet de respirer un peu. Sans plus tarder, je me dirige dans l'onglet Démarrer pour aller ouvrir mon logiciel de montage vidéo de prédilection, c'est-à-dire Windows Movie Maker 2.6. C'est un fichu de beau logiciel selon moi, je dis ça parce que je les ai tous essayés. Adobe Premium, Final Cut Expert, Avid Medial Compositing, DaVinci, Lightworks et j'en passe. Et même s'il y a des fichus de belles affaires dans chaque logiciel, je reviens toujours à Windows Movie Maker. C'est là que je me sens bien. C'est d'ailleurs ce que je recommande le plus en termes de logiciel de montage vidéo, c'est de trouver celui qui nous convient, celui dans lequel on se sent comme dans ses pantoufles. Et en faisant le montage, il y a beaucoup de décisions à prendre, au moins une décision par seconde, ça fait beaucoup et ça brise le cœur plus souvent qu'autrement de devoir couper du montage des séquences qu'on adore. Je passe aussi beaucoup de temps sur l'étalonnage, c'est-à-dire la correction colorimétrique qui permet de régler la luminosité et la couleur de chaque image pour que tout soit bien égalisé. Puis quand je suis satisfait, j'oche du bonnet, puis je peux commencer à me questionner sur quelle musique faudrait mettre pour insuffler aux images une vie dont elles sont privées pour l'instant. J'ai beaucoup de disques parmi lesquels choisir selon ce que je cherche. Si ce que je veux, c'est que ce soit triste, enjoué, lyrique ou jazzy. Mais il y a aussi des fois où on dirait qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne, puis je me retrouve avec un désordre épouvantable. Je peux aussi essayer de faire la musique par moi-même. Mais pour cette vidéo-là, j'ai comme l'impression, c'est pas vraiment ce que ça convenait. Ma musique est beaucoup trop Pink Floydesque. Il me fallait autre chose. Puis bon,
Quand je sais pas quoi choisir, ben je mets n'importe quelle musique au hasard, puis ça donnera ce que ça donnera. Pour moi, la narration est l'étape la plus importante de la vidéo où je m'assois pour réfléchir à ce que ça signifie. J'enregistre mes narrations sur cassette parce que je trouve que la fidélité du son enregistré sur bande magnétique n'a pas encore été égalée par aucune autre technologie d'enregistrement. Je n'ai qu'à brancher mon micro à un Apex 850 dans la machine et le tour est joué. Ensuite, j'appuie sur le bouton Record simultanément avec le bouton Play et je peux me mettre à déblatérer. Je laisse vraiment libre cours au flux de mes pensées. Ça peut prendre un certain délai pour que ma parole se délie et souvent je dois jeter la première demi-heure d'enregistrement. C'est un procédé qui est long et fastidieux mais indispensable pour la qualité d'un bon vidéo selon moi. Après 1 heure, je commence à penser un peu moins clairement. Ça peut être mauvais, mais souvent ça crée des moments de poétique qui n'auraient jamais été possibles autrement que par cet éreintant exercice de me vider la conscience de toutes ces digues. Et la cassette, la précieuse cassette, il faut en convertir le contenu en fichier MP3 pour que je puisse les placer aux moments opportuns de la vidéo. Ça me prend un lecteur de cassette que je branche avec un fil 1/4 dans le trou pour le micro de l'ordinateur. Et ensuite, je n'ai qu'à placer la cassette dans le lecteur cassette et à appuyer sur Play. Et la magie s'opère presque automatiquement sur l'ordinateur. Et quand toutes les voix dont j'avais besoin ont été enregistrées, je n'ai qu'à exporter l'audio vers le logiciel de montage. C'est aussi simple que ça, et je préfère garder ça simple. La vidéo est terminée, mais encore faut-il que tous les éléments du montage se fusionnent ensemble pour ne former qu'une seule vidéo. On appelle ce procédé le rendu, ça peut être très long, mais pour que ça aille plus vite, j'ai fait une avance rapide, question qu'on ne perde pas trop de temps là-dessus. Bon. Là, la vidéo est terminée pour de vrai. On la réécoute pas. Si la vidéo était correcte dans le montage, elle va être correcte en tant que fichier. On peut tout de suite aller sur le site d'hébergement vidéo YouTube Pas de chichi pour y téléverser la vidéo. Plus de 3 milliards de vidéos sont téléchargées par jour sur YouTube. C'est beaucoup quand on y pense, et même que c'est un peu décourageant. Mais c'est là que ça se passe, alors on n'a pas vraiment le choix si on a envie que nos petits projets soient vus. Pendant que ça télécharge, je remplis la description avec les habituelles rengaines. Abonnez-vous, partagez, achetez mes casquettes. Puis j'écris un certain nombre d'idées que j'ai pour des vidéos à venir. Question de mettre un peu l'eau à la bouche des gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube et qui aiment bien savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, nouveau dilemme qui se pose, le choix de la miniature. Une vidéo peut mourir ou crever selon si sa miniature attire les clics ou non. Je crois qu'avec cette image-là... je tiens quelque chose, ça devrait fonctionner ça. On approche du moment crucial, le moment de vérité, celui où on met la vidéo publique sur YouTube. Est-ce que ce sera un succès viral ou bien ça va-tu sombrer dans l'oubli dans le temps de le dire? Ma nervosité atteint des sommets inégalés quand je suis sur le point de publier une vidéo. Je pense que cette nervosité-là est saine et précieuse puis que c'est la preuve que je suis passionné par la vidéo YouTube. Je publie, c'est fait, la vidéo ne m'appartient plus, j'en ai fait cadeau au monde entier. Et j'espère vraiment qu'on va l'apprécier à sa juste valeur. Une vidéo YouTube dans un océan de vidéos YouTube. Ça m'arrive des fois de me préparer un déjeuner qui est tellement cochon que ça devrait être criminel. C'est ce que je me prépare les matins où je suis tout particulièrement tendu à fleur de la peau, que j'ai les idées grises, puis qu'il n'y a rien qui pourrait me remonter le moral, mis à part de manger un petit déjeuner qui devrait être criminel. J'allume le rond en hésitant entre le 5 et le 6, va pour le 6, puis je m'empare de mon PAM à l'huile de noix de coconut, qui est vraiment ma révélation sur le plan culinaire depuis que je l'ai découvert au début de l'année. Ça l'ajoute un bon petit goût de coconut à toutes les nourritures qui me donnent vraiment l'impression de toujours manger du gâteau Reine Élisabeth. Ça l'agrémente très bien les œufs, je trouve. Concernant la cuisson d'un œuf, je recommande de le cuire aussi longtemps que nécessaire selon ses principes fondamentaux. Ça peut aller de 3 minutes jusqu'à 15 ou même 20 minutes. Moi, ce que je recherche avant toute chose, c'est le caramel. Je fais caraméliser mes œufs de la seule façon que je connaisse, c'est-à-dire en le cuisant beaucoup trop longtemps d'un côté jusqu'à ce qu'il soit devenu d'une belle teinte caramel. Et puis de l'autre bord, je le fais presque pas cuire parce que c'est vraiment juste un côté qui a besoin d'être caramélisé, pas les deux. Pour l'instant, un œuf comme ça peut sembler répugnant, mais il n'y a rien de criminel là-dedans. Non, ce qui rend mon déjeuner criminel, c'est la crème glacée. Une crème glacée maison préparée dans un sac Ziploc. Je veux pas me vanter, mais je crois que ma crème glacée clenche celle de toutes les épiceries, puis facile à part de ça.
Y a rien de mieux qu'une bonne crème glacée maison. Ça prend pas plus de préparation que ça, puis on se retrouve quand même avec une assiette digne des places de brunch les plus branchées. Ce petit déjeuner-là, ça devrait être criminel. À qui le dis-tu? Depuis que je m'en prépare, je reste toujours surpris que les œufs à la crème glacée n'aient pas été rendus criminels. Tellement c'est cochon cette affaire-là. Disons que pour commencer la journée, ça te fesse dedans, mais c'est bon à maudit, hein? Les saveurs de la crème glacée à la vanille s'allient très bien avec l'œuf. C'est vraiment un mélange inusité, mais qui gagnerait à être connu. J'ai toujours préféré la crème glacée un peu fondue, mais jusqu'au jour où je me suis fait des œufs à la crème glacée pour la première fois, presque par hasard, j'avais jamais compris jusqu'à quel point il m'était possible de trop aimer la crème glacée. Ça peut être périlleux de trop aimer la crème glacée. Pour l'instant, je parviens à me contenir et à manger des œufs à la crème glacée juste une fois par semaine, mais je le sens venir le jour où je vais en manger à tous les matins. Puis je serai devenu un criminel. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment beau et touchant là-dedans.